Bonjour, j'accueille Abnal Al-Damiri, coordinateur réfugiés palestiniens en Belgique, coordinateur des Palestiniens en Belgique, pour le sujet d'aujourd'hui qui est de relayer un appel lancé par les prisonniers palestiniens. L'appel s'intitule Sauvez-nous du Covid-19 avant que nos cellules deviennent des tombeaux. Et vous allez voir que la situation est vraiment dramatique et que Netanyahou en profite. Euh, donc, on va signaler que, en plus, Israël en profite. On a plusieurs informations indiquant que les services du Mossad, donc les services secrets israéliens, s'arrangent pour voler des masques qui sont commandés par d'autres pays pour les envoyer à Israël. Donc vraiment, la morale continue. Je vais directement entrer dans le vif du sujet avec Hamdan. Cette politique envers les prisonniers par le régime sioniste, est-ce que ça fait partie de leur politique générale envers le peuple palestinien? Bien sûr, oui. Donc il faut se rappeler que un des objectifs de l'occupation israélienne depuis 1948, c'est de vider le territoire et d'expulser le maximum. Et pour arriver à cet objectif-là, il faut se rappeler d'abord d'une phrase célèbre qui a été mise en place par le projet sioniste, qui disait que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est ce qu'on me Autrement racontait dit, que quand la j'étais Palestine, jeune, pour qu'il n'y eux, avait pas de c'était, Palestiniens là-bas. voilà, que cette terre qui est la Palestine n'avait pas un peuple qui habite. Or, la réalité, c'est autre chose. Et c'est pour arriver à cet objectif-là, bien sûr, donc la politique de vider le territoire faisait partie depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle il faut savoir que le projet sioniste nous mène vers un autre type d'occupation. C'est une occupation de peuplement. Et une occupation de peuplement, ça veut dire que c'est une occupation qui vise à vider un territoire pour remplacer la population par une autre. C'est arrivé en Algérie en partie pendant la colonisation française. Le Une partie des remplacement. Français, effectivement, donc on a amené de la population française sur le territoire algérien en vue d'habiter, de maintenir cette population. Et c'est arrivé dans d'autres coins dans le monde pendant les colonisations. Mais en Palestine, l'objectif, c'est de vider l'ensemble du territoire palestinien. On a commencé avec le Nakba en 48, on a voilà, déjà chassé exactement. beaucoup. Israël refuse que des gens qui habitaient là reviennent, donc c'est vraiment le grand remplacement. Voilà, exactement. Donc en 1948, effectivement, sur le territoire sur lequel Israël était déclaré et créé, c'est-à-dire 78% de territoire de la Palestine historique, Israël, je dirais les organisations, les milices sionistes, ils ont vidé à ce moment-là, en 1948, 800 à 850 000 Palestiniens de leur village, de leur ville, de leur localité, et les expulsés vers l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire, c'était les territoires de la Cisjordanie qui n'étaient pas encore occupés, la bande de Gaza qui n'était pas encore occupée en 48, et le Liban, la Syrie et la Jordanie, vers ces trois pays. Ces personnes-là sont devenues ce qu'on appelle les réfugiés palestiniens. 850 000 en 1948, ils sont maintenant, d'après les Nations Unies, parce que les Nations Unies ont mis en place en 1949 exactement une agence internationale qui s'occupait des réfugiés palestiniens qui s'appelle l'UNRWA, United Nations Agence Relief for Palestinian Refugees. Donc, cette agence, maintenant, en 2019 exactement, annonce un autre chiffre concernant les réfugiés palestiniens enregistrés dans les archives de l'UNRWA. Ils sont à peu près 5 millions et 500 000 personnes. 5 millions de gens chassés de leur pays. Absolument. Donc, c'est comme au si départ, ils la étaient 800, moitié, mais c'est comme si la moitié des Belges étaient obligés de vivre en Hollande, en Allemagne, en France, voilà, dans des exactement, tentes. exactement, exactement. C'est la moitié des peuples palestiniens qui se trouvent réfugiés, soit à l'intérieur de la Palestine, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, soit à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays voisins principalement, à savoir la Jordanie, le Liban et la Syrie, là où il y a des camps de réfugiés. Donc, cette politique-là a continué en 1967.
Déjà en 1967 aussi, lors de l'occupation de la Cisjordanie et la bande de Gaza, l'armée israélienne a expulsé de nouveau de 400 à 450 000 personnes vers l'extérieur, qui se sont ajoutées aux autres. Vous voyez, donc actuellement, on estime donc que la moitié des Palestiniens se trouvent en dehors du territoire de la Palestine historique. Donc ça fait partie du projet C'est le sioniste vidage par d'expulser. étapes et on profite de toutes les occasions. Exactement, exactement. Ou on Voilà. crée les occasions. Donc l'expulsion, ça fait partie de ce projet. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc dans le projet et la politique et la stratégie mise en place par Israël depuis sa création, et il s'est doté d'un arsenal des moyens répressifs qui sont utilisés d'une manière systématique, d'une manière violente aussi. Et là, il faut savoir que l'expropriation de la terre des Palestiniens, ça fait partie du projet sioniste, surtout dans les territoires occupés en 67. C'est là où on construit les colonies de peuplement, les colonies juives dans les territoires occupés, à peu près 550 colonies qui sont construites depuis 1967 jusqu'à nos jours. Il y a à peu près 700 000 colons maintenant qui se trouvent dans le territoire occupé en Cisjordanie. Et à cela, il faut ajouter l'expulsion des Palestiniens. Effectivement, je l'ai déjà mentionné au début. Donc, ça fait partie de la politique et de la stratégie mise en place par le mouvement sioniste et l'État d'Israël. Il y a aussi tout ce qui est entrave à la circulation et des personnes et des marchandises dans les territoires occupés. Et l'objectif, c'est blocage de l'économie. Exactement, c'est casser l'économie palestinienne et empêcher l'existence d'une économie nationale palestinienne dans ces territoires-là. À cela, il faut ajouter la politique justement de l'emprisonnement, la détention. Et c'est une politique systématique qui date depuis 1967 jusqu'à nos jours. Et là, quand on parle de chiffres total de l'estimation des associations palestiniennes dans les territoires occupés, de nombre de Palestiniens qui ont connu les prisons, là, on parle de 800 000 personnes depuis 1967 jusqu'à nos jours qui ont connu les prisons en Israël. 800 000. Donc, c'est 800 000. Donc, c'est un chiffre extrêmement important. C'est presque je dirais la totalité de la société palestinienne, parce qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des parents, parfois il est marié, donc il a des enfants, etc. Donc c'est l'ensemble de la population palestinienne qui est concernée par cette politique de l'emprisonnement et de la détention. C'est comme si en Belgique ou en France, on était occupé et que toute la population passe à tour de rôle en prison. Voilà, à tour de rôle, permanent. exactement. C'est comme ça que maintenant, le chiffre qui est maintenant des Palestiniens en prison, on parle de 5 000. Mais il y a plusieurs années d'ici, ils étaient presque 14 000. Ça dépend de la phase dans laquelle se trouve la population palestinienne et la politique menée par l'occupant sur place. Donc, c'est un point très important de rappeler ces effets historiques, et justement pour arriver au stade. Et qui est-ce qu'on met en prison? N'importe qui. N'importe qui. C'est-à-dire, dans les prisons, on a des enfants, des mineurs, on a des personnes âgées. Même, il y a un prisonnier qui est là depuis 14 ans. Il a 80 ans, lui. 80 ans. Il s'appelle Fouad Shobaki. Il a 80 ans. Donc, son âge ne l'a pas, comment dirais-je, exempté d'être en prison depuis 14 ans. Et il continue. Oui, pendant que tu parlais, j'ai montré des photos d'enfants arrêtés de façon très brutale. Les enfants vont aussi en prison. Absolument. Donc j'ai dit, donc actuellement, il y a à peu près, d'après les associations palestiniennes qui défendent les prisonniers palestiniens, et on a plus ou moins 5 000 actuellement. Comment répartir ce chiffre-là? D'abord, ces 5 000 se trouvent dans 23 prisons ou centres de détention israéliennes. Ces prisons ou centres de détention se trouvent en grande partie sur le terrain ou le territoire d'Israël lui-même, c'est-à-dire sur lequel Israël a été créé en 1948, et une minorité des prisons ou des centres de détention se trouvent dans les territoires occupés. Or, là, il faut rappeler que la Convention de Genève, la 4e Convention de Genève, qui
qui est relative à toute politique d'occupation d'une puissance occupante vis-à-vis de la population locale, cette convention, quatrième convention de Genève, interdit à la puissance d'occupation de déplacer des personnes vers son territoire. Donc, normalement, les prisons doivent se trouver dans le territoire occupé. Or, la réalité, c'est que la majorité des prisons israéliennes se trouvent sur le territoire israélien. Donc Israël se prétend une démocratie basée sur le droit, mais en fait, il respecte absolument rien du droit international. Absolument, absolument. Donc, c'est pourquoi j'ai relevé ce point-là. Donc, 23 prisons au centre de détention, la majorité se trouve sur le territoire israélien lui-même. Maintenant, qui sont ces prisonniers? C'est un point très important. Comment se représentent ces prisonniers en termes des catégories? Donc, là, j'ai parlé, donc, il y a 5000, plus ou moins. Parmi les 5000, ou dans les 5000, on trouve 180 enfants et mineurs. Ça, c'est la première catégorie. On trouve aussi 41 femmes, dont 16 sont mariées. 41 femmes palestiniennes se trouvent dans les prisons, dont 16 sont mariées, donc ils ont des enfants à l'extérieur des prisons. Donc, on a coupé les relations entre les enfants et leur mère. On trouve 3 femmes sous le système de la détention administrative. Je l'expliquerai, c'est un point très, très, très important. C'est quoi la détention administrative? On trouve 293 femmes originaires de Gaza. Or, Gaza, Israël dit, Gaza c'est fini, c'est autre chose, je ne suis pas concerné, mais malgré ça, il y a toujours 293 prisonniers originaires de Gaza. Donc, dans leur logique, ils ont arrêté des gens d'un autre État où ils n'ont rien à voir. Exactement, voilà. Donc, ils sont toujours là. Nous avons aussi 500 prisonniers de Jérusalem. Vous savez l'histoire de Jérusalem. Israël dit c'est la capitale éternelle. Une partie de la population de Jérusalem sont bien sûr palestiniens, mais sont occupés depuis 67. Oui. Il y a 500 prisonniers parmi les 5000. Ils sont de cette ville, de la ville de Jérusalem. Et nous avons 14 prisonniers qui sont, si vous voulez, qui ont une durée d'emprisonnement de 30 ans ou moins. Vous imaginez donc quelqu'un qui est là dans une prison depuis 30 ans. Donc nous avons 14 prisonniers, ils sont dans les prisons depuis 30 ans. Nous avons 51 prisonniers. L'âge de leur emprisonnement jusqu'à maintenant, c'est 20 ans. Donc, on a vraiment des catégories de prisonniers. Tout ça pour leurs opinions politiques, en fait, pour leur volonté d'indépendance. Bien sûr. Voilà, tout à fait, absolument. Et le plus ancien prisonnier palestinien actuellement dans une prison israélienne, c'est quelqu'un qui s'appelle Karim Younes. Et lui, il est là depuis 38 ans. Presque, il est le prisonnier politique le plus ancien sur Terre. Et c'est quelqu'un qui a la nationalité israélienne en plus. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui porte la nationalité israélienne du territoire de 48. Le dernier chiffre que je donne, qui est très important, c'est que nous avons actuellement 430 prisonniers qui sont sous le système de la détention administrative. Oui. C'est quoi ça? Détention administrative. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de base juridique. Donc, détention administrative, d'abord, ce n'est pas une loi israélienne. C'est une loi qui date du mandat britannique en Palestine, avant 1948. C'est les Anglais qui l'ont mis en place. Cette loi, ou cette règle-là, donne droit à la force armée israélienne, au service de renseignement israélien dans le territoire occupé, d'arrêter n'importe qui. Sous prétexte qu'il représente un danger sur la sécurité de l'État d'Israël. N'importe qui peut être arrêté sous la base de cette détention administrative. Bien sûr, cette détention administrative n'a pas de durée. C'est-à-dire que quand on arrête quelqu'un sur cette base-là, on l'arrête pendant 6 mois d'abord. C'est pas comme s'il avait une condamnation à une peine précise et puis on a le relâché. C'est l'emprisonnement arbitraire perpétuel. Sans qu'il passe devant un tribunal. Vous imaginez donc quelqu'un qui est pendant 6 mois, il est dans une prison, il est arrêté, il n'est pas jugé. Et puis, la veille de 6 mois, de la fin de 6 mois, de nouveau, on prolonge cette durée pour 6 mois en plus,
Ça fait un an, et ça fait un an complet. Donc, c'est une méthode qui est utilisée par les Israéliens depuis 67 jusqu'à maintenant. Plusieurs milliers de Palestiniens qui ont connu ce système-là. Et c'est un système qui est appliqué sur, je dirais, les catégories des Palestiniens qui résistent. Les leaders politiques, les leaders des étudiants, les syndicalistes dans leurs syndicats, etc. Parce que ces gens-là, ils font la politique, ils résistent à leur manière et ils ne commettent pas des actions violentes. Ce n'est pas ça qu'ils mettent en place. C'est dans le cas, c'est une résistance qu'on appelle pacifique, mais c'est malgré vraiment ça, des prisonniers purement politiques. politique, voilà. Donc on l'arrête, on le met en prison, il est là pendant 6 mois, on prolonge de 6 mois, encore 6 mois, etc. Donc vous avez des cas où des prisonniers se trouvent depuis quelques années sans être jugés. Je crois qu'on comprend bien. J'ai quelques images de prisonniers qu'on voit ici. Il y a Khalida Jarrar, notamment. Par exemple, c'est un cas. C'est un des cas. Voilà. C'est un cas. Khalida Jarrar, il a été arrêté pendant presque les 4 dernières années, depuis maintenant jusqu'à, si on va en arrière. Il était arrêté 3 fois. Ça, c'est la 3e fois maintenant qu'il est arrêté. Oui. Et chaque fois il est arrêté, il est sous le système de la détention administrative. Oui. Jusqu'à maintenant, Khalida Jarrar, il est arrêté depuis la fin de l'année passée. Il n'est pas encore jugé. Oui, c'est l'arbitraire total. Alors, il y a aussi Marwan Barghouti, qui est peut-être le prisonnier le plus connu. Oui. Et Ahmad Saadat, qui est jugé aussi 30 ans d'emprisonnement. Voilà, etc. Donc, vraiment, c'est une... Je montre aussi l'image de Abu Ghosh, parce que je voudrais qu'on parle maintenant des conditions de détention. Il y a aussi le problème de la torture. Exactement. Donc, les conditions de détention, les Israéliens utilisent... D'abord, il y a un système qu'ils utilisent dans le quotidien, c'est l'humiliation quotidienne qui vise à humilier les détenus palestiniens dans les prisons. La manière dont ils sont traités, et on les, comment dirais-je, on les insulte, etc. Donc, il y a l'humiliation. Ça, c'est la première chose qui est une politique systématique, quotidienne, etc. À cela, il faut ajouter l'utilisation de ce qu'ils appellent eux-mêmes les moyens de pression physique et psychologique. Psychologique, c'est-à-dire viser la psychologie de la personne, essayer de casser sa capacité de résistance, etc. Physique, c'est physique, c'est-à-dire c'est des pressions physiques, c'est-à-dire la torture, en fait. Parce qu'ils ne veulent pas utiliser le terme, donc ils utilisent un autre terme. Et d'ailleurs, comme les États-Unis, d'ailleurs. Exactement. Donc, et là, c'est une réglementation israélienne qui est autorisée par le Parlement israélien d'utiliser des moyens de pression physique, parce que certains prisonniers refusent d'avouer ou de reconnaître, etc. Bien sûr. Et à ce moment-là, on utilise des moyens de pression physique, c'est-à-dire d'utiliser la torture à leur égard, et l'objectif, c'est de les faire céder sur certaines accusations. Il y a tout ce qui est soins médicaux qui ne sont pas offerts d'une manière satisfaisante dans les prisons israéliennes, surtout pour les prisonniers qui sont touchés par ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies graves, le cancer, etc. Les soins de santé ne sont pas faits correctement? Exactement, voilà, exactement. Donc, ils ne reçoivent pas des soins médicaux équivalents à leur maladie. D'accord. Alors, une petite seconde, parce que je passe ici à l'écran une image en anglais que je vais traduire pour nos spectateurs francophones. Le médecin dans les prisons israéliennes, c'est le seul médecin au monde qui traite toutes les maladies avec une pilule de paracétamol ou un verre d'eau. C'est un peu fort. C'est un peu fort, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, les soins médicaux donc, sont très faibles et ne sont pas équivalents aux maladies qui touchent les prisonniers palestiniens. À cela, il faut ajouter dans les traitements tout ce qui est entrave aux visites familiales. Oui. Il y a des familles qui n'ont pas vu leurs enfants pendant parfois des années.
alors qu'il se trouve peut-être à 40 kilomètres de la prison. Ça aussi, c'est Mais une violation des conventions de Genève. exactement, exactement. C'est une violation de la Convention de Genève. Par exemple, les prisonniers de Gaza, j'ai parlé il y a 293, je crois, les prisonniers de Gaza, leurs familles ne le voient pas, parce que soi-disant, c'est un autre territoire. Revenons sur la question de la santé. Ouais, D'abord, il y a un problème, c'est que dans les prisons, pas seulement en Israël d'ailleurs, il y a beaucoup de surpopulation, donc les absolument, gens sont très près les uns des autres, donc en cas de virus, là, c'est très très dangereux. absolument. Vous savez, le 13 juin 2017, des associations et des avocats israéliens, ce pas des avocats palestiniens ni des associations palestiniennes, ils ont porté cette question devant la haute cour israélienne de justice. C'est la plus haute cour de justice en Israël. C'est l'espace consacré dans les prisons israéliennes à chaque prisonnier. Parce que pour l'instant, l'espace, parfois, ne dépasse pas 2 mètres carrés. Dans les 2 mètres carrés, vous avez à peine à peine le lit là où dort le Oui. prisonnier, et ça va de 2 mètres carrés à 3 mètres carrés maximum, maintenant. Et le 13 de 6 2017, c'était ça, l'espace consacré à chaque prisonnier. Donc, c'est pas assez, parce que parfois, quand on a 3 mètres carrés, c'est-à-dire il y a le lit, il y a les toilettes, il y a la petite douche. Ça veut dire que la personne ne peut pas bouger. Ne peut pas bouger en C'est réalité. carrément Et une puis, immobilisation du prisonnier. voilà. Et parfois, on a dans la même pièce plusieurs prisonniers en même temps. C'est là où le risque de l'épidémie de coronavirus, si jamais il y en a un qui est touché, les autres, ils seront touchés par cette maladie. Donc, la haute cour de justice israélienne, il a ordonné le 13 juin 2017 d'augmenter, d'accroître l'espace pour chaque prisonnier. Mais seulement l'autorité responsable n'a pas obéi à cette comment dirais-je, Injonction. demande de la haute cour Injonction. israélienne jusqu'à maintenant. Même Les leurs prisons, magistrats, ils ne le voilà, respectent pas. C'est vraiment un bel état de absolument. droit. Même c'est leur propre justice. On Voilà. a évoqué la situation des prisonniers de Gaza. Je voudrais qu'on dise deux mots sur la situation de Gaza parce que là, je pense que c'est encore plus dangereux pour la population. Absolument. Absolument. Donc, la situation de santé à Gaza, elle est dans une situation catastrophique. Les hôpitaux palestiniens manquent des matériels, de matériel, des appareils. Imaginez, dans la bande de Gaza, il y a à peu près 2 millions d'habitants. 2 millions. Pour l'instant, heureusement, il y a quelques cas de virus corona. Il y a des On mesures qui ont parle. été prises très très vite, j'ai entendu. Il y a eu Oui, des oui, mesures absolument, oui, d'interdiction oui. de visite, des confinements, un Absolument, oui, hôpital oui. spécial. Mais quand on sait, par exemple, que le nombre de lits dans les hôpitaux qui peuvent fournir à des personnes touchées par le coronavirus, donc avec le respirateur artificiel, etc., il n'y a que 23 lits dans l'ensemble de la bande de Gaza. En Belgique, combien de lits on a? Donc, quand on compare 23 là-bas, si jamais il y a l'épidémie qui se propage dans les prisons, pas dans les prisons ici, dans la population, effectivement, on sera devant une catastrophe humaine. Hmm. Est-ce Et que c'est le calcul de Netanyahou de se débarrasser des Palestiniens de n'importe quelle manière? sans doute, hein, parce que d'ailleurs, je rappelle une phrase qui a été dite par Golda Meir à son époque. Golda Meir, donc, qui était Première une ministre première ministre, d'Israël dans les voilà, années 70. exactement. Il avait dit une phrase: un bon Palestinien, c'est un Palestinien mort. Hmm. Il a dit cette phrase-là. Hein, Ouais. Un bon c'est une phrase, Palestinien, c'est un Palestinien mort. voilà, Ça, c'est voilà. la mentalité des dirigeants d'Israël. Exactement. Et donc Netanyahu ne fait que suivre cette logique-là. Et les Nations Unies, dernièrement, le secrétaire général des Nations Unies, donc dans une déclaration qu'il a fait il y a presque une semaine d'ici, hein, il a dit si jamais il y a une propagation de coronavirus dans la bande de Gaza, on est face à une catastrophe.
Donc Parce que c'est Guterres, le vrai, secrétaire général de l'ONU, il a ouais, aussi lancé un appel à l'arrêt des guerres, à l'arrêt des sanctions. C'est quelque chose qui est positif pour une fois du côté de l'ONU. On va en ouais, parler d'ailleurs dans un prochain Michel Midi consacré aux dégâts des sanctions. Il faut vraiment lancer un appel général à l'arrêt de toutes les guerres, de toutes les sanctions qui sont que des guerres indirectes non déclarées. Et l'appel, ce que Israël fait avec les Palestiniens, c'est le maximum des sanctions. C'est vraiment absolument. l'extermination générale. OK. Absolument. Donc, c'est effectivement, il faut absolument, comment dirais-je, surtout la bande de Gaza, et mettre fin à ce blocus dont il est victime depuis presque 14 ans. Hein. La bande de Gaza, il est sous blocus Ouais. israélien. Donc, Amdan, je t'interromps parce que on a reçu beaucoup de personnes qui sont vraiment désolées et très solidaires du peuple palestinien, qui demandent quoi faire, on en parlera tout à l'heure, qui posent aussi certaines questions. Il y en a notamment Swat qui demande que fait l'ONU. oui, que fait l'ONU pour l'instant? L'ONU, donc, il attire, c'est pourquoi j'ai parlé de la déclaration du secrétaire général des Nations Unies par rapport de Gaza. Il attire l'attention devant une situation qui peut devenir catastrophique. Est-ce qu'il apporte de l'aide concrète? Pour l'instant, non. Parce Mhm. que pour apporter l'aide concrète, c'est-à-dire amener des matériels, des produits, ce qu'on a besoin pour faire face à une éventuelle propagation, pour l'instant, l'ONU ne fait rien. Donc, il faut absolument dire à cette institution internationale et surtout l'Organisation mondiale de la santé d'intervenir et d'amener, d'apporter l'aide nécessaire à cette Mhm. population pour éviter effectivement et prévenir Vincent, les. Vincent demande que fait la Cour de justice internationale. Là, de nouveau, c'est malheureusement rien. Malheureusement rien. Face à Israël, il y a une inertie totale de la part de tout ce qui est institution internationale. C'est l'omerta, c'est le silence. Oui, Ouais. absolument. Euh, Bien. Venons-en à ce que les gens peuvent faire, parce que je sens Voilà. ici, dans toutes les interventions, la volonté de bouger, d'être solidaire, mais les gens se demandent que faire. Donc, Que faire maintenant? C'est là, peut-être on arrive au sujet de l'appel. oui. L'appel, parce que comme on est en contact avec des associations palestiniennes dans le territoire occupé et qui sont en contact avec des prisonniers, effectivement, dernièrement, avec le coronavirus, effectivement, il y avait un appel de la part des prisonniers vers les associations palestiniennes qui ont relayé cela au niveau international. Et nous, dans ce qu'on appelle l'Alliance européenne de soutien aux prisonniers palestiniens, ici en Europe, on a lancé un appel urgent, justement pour demander la libération immédiate des personnes malades dans les prisons, des personnes âgées, on sait très bien que c'est une catégorie très, très, très fragile, et des enfants, parce qu'il y a encore des enfants, j'ai parlé de nombre d'enfants, et des femmes dans les prisons israéliennes. Donc, nous, notre appel vise à une libération immédiate de ces catégories-là. On ne parle pas de l'ensemble des prisonniers, on parle de ces catégories-là. Mhm. Et cet appel-là qui a été traduit, au départ, il a été écrit en langue arabe parce qu'on a visé la société civile palestinienne dans le monde, en Palestine même et à l'étranger. Et puis, il a été traduit cet appel en plusieurs langues, bien sûr le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe, et les suédois, etc., etc. Donc, presque 6 langues en plus de la langue arabe. Donc cet appel qui a été lancé, il a reçu un accueil très favorable de la part, je dirais, de la société civile palestinienne d'abord. Et dans le monde arabe aussi, il y en a beaucoup d'associations qui ont signé cet appel. Mhm. Maintenant, on est arrivé à plus de 300 associations, organisations qui ont signé cet appel. À cela, il faut ajouter des personnes. Quand j'ai dit des personnes, là, je parle de, de politiciens, Mhm. des parlementaires,
ici en Belgique, il y a presque aussi Oui, parlementaires. justement, là, en ligne, on me dit, signer une pétition, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner plus Voilà, de mais poids? j'arriverai. Pourquoi cette pétition-là? L'objectif d'abord, collecter le maximum de signatures d'associations, d'organisations, de partis politiques, de Mhm, parlementaires, de personnes actives dans la société civile, etc. Et notre objectif, c'est de prendre l'ensemble d'abord de cet appel et les signatures des personnes associatives ou personnes à titre individuel, mais des personnalités, de prendre cet appel vers d'abord les Nations Unies, vers le secrétaire général des Nations Unies. Ça, c'est la première personne qui est visée par nous. Deuxième, vers la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge internationale à Genève, qui est le seul qui a le droit pour l'instant à aller dans les prisons, rendre visite, oui. transférer des courriers, etc., vers les prisons israéliennes, vers l'Organisation mondiale de santé qui, depuis 10 ans, il est interdit d'envoyer des délégations à l'intérieur des prisons israéliennes parce que les Israéliens ne veulent pas que cette Mhm. organisation qui est considérée par eux, par le gouvernement israélien comme hostile, qu'elle est entre les mains des pays de tiers-monde, etc., etc. Mais nous demandons à ce que cette organisation qui a la capacité professionnelle, parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, il a des médecins à sa disposition, etc., des spécialistes, nous demandons à ce qu'elle intervienne aussi. Donc, notre appel vise ces trois niveaux-là, la Croix-Rouge internationale, l'Organisation mondiale de la santé, le secrétaire général des Nations Unies, mais aussi l'Union européenne, parce que nous voulons faire parvenir ce message, cet Mhm. appel, ces signatures aux responsables de la politique étrangère Donc, tu de demandes l'Union qu'un européenne. maximum de gens relayent Voilà, activement une activement cet signature, appel c'est et le le premier signer, pas, et mais le c'est pas signer. Ouais, suffisant. Très ouais. bien. OK. Euh, voilà, merci Hamdan. S'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit, qui, je crois, était très, très bien, quelque chose à rajouter? Non, peut-être l'appel, s'il sera déposé sur votre site, ça sera Oui, bien, en plusieurs langues, parce que je peux faire parvenir les différentes versions à vous, oui. et ça sera bien que les gens peuvent le trouver quelque part Voilà, la pour le question signer. m'a été posée, j'allais dire ça. Voilà, Elle va être en français et avec le lien vers toutes les autres langues, comme ça exactement, voilà, vous ouais, ouais. pouvez le faire relayer et lui donner beaucoup plus d'impact. Magid demande si on peut envoyer de l'argent directement aux familles à Gaza. Et, c'est-à-dire, là, il faut passer par les... Soit il y a des gens qui le font de manière directe. Ils sont Oui, en relation avec une famille, etc. Maintenant, est-ce que avant ils utilisaient comment on appelle ça, comment on appelle ça, Western Union. Avant, c'était ça le moyen par lequel elle passait. Il semble que pour l'instant, il ne fonctionne pas. C'est ce que j'ai entendu. Donc, pour l'instant, ils sont bloqué, en d'accord. arrêt. Mhm. Et donc, il y a la possibilité, effectivement, c'est d'avoir des contacts directs avec une famille palestinienne. Sinon, il y a des associations palestiniennes dans la bande de Gaza qui font appel à ce genre d'aide financière, justement, pour faire face à certains besoins de certaines familles, parce que la pauvreté à Gaza, c'est quelque chose d'énorme. Très bien. Je compte sur toi, Hamdan, pour envoyer, dès que l'émission est finie, les indications pour que les gens qui veulent faire différentes démarches de solidarité peuvent le faire. Je voudrais intervenir sur une ou deux questions qui ont été posées. Euh, on dit qu'il y a une pétition pour arrêter les guerres et on se dit, bon, est-ce que ça va marcher? Alors effectivement, les pétitions, c'est bien, mais ça ne suffit pas forcément. Et c'est quelque chose dont je vais parler dans un prochain Michel Midi parce que les États-Unis sont en train non seulement de massacrer leur propre population parce que seuls comptent les profits des multinationales, sont en train de lancer une offensive de désinformation contre la Chine et contre Cuba. Ça, je vais en parler dans le prochain Michel Midi qui sera demain ou après-demain. Mais aussi, les États-Unis sont en train de masser des troupes à la frontière colombienne pour profiter de la situation pour envahir le Venezuela.
Donc vous voyez, il y a besoin de faire encore plus que des pétitions et je serai en réflexion avec vous là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faudrait lancer un appel aux États-Unis, qui sont quand même le chef d'orchestre de toutes ces opérations de gangstérisme. Il faudrait lancer un appel que si Trump n'arrête pas immédiatement ces choses-là et n'arrête pas ces sanctions et ces guerres, on boycotte les produits des États-Unis, toute une série de produits précis, et qu'on refuse de les acheter parce que bon, Trump ne comprend que le langage du portefeuille, donc je crois que c'est celui-là qu'il faut exercer. On nous demande de rappeler quelle est la signification de l'opération BDS, Hamdan. BDS, donc c'est un BDS, c'est trois lettres de trois mots. Donc B, c'est le boycott, boycotter. Le D, c'est le boycott des produits palestiniens. Non, c'est boycotter les produits israéliens. Israéliens, pardon, fatigué. Et oui. Le D, c'est le des investissements, c'est-à-dire de ne pas investir dans l'économie israélienne. Le S, c'est les sanctions, imposer des sanctions sur Israël. Donc c'est ça les trois. Dans ces relations internationales. En fait, c'est un appel qui a été lancé en 2005 par 192 organisations non gouvernementales palestiniennes dans les territoires occupés et dans la diaspora palestinienne, à l'ensemble de la communauté internationale, surtout la communauté, je dirais, la société civile internationale, de faire des actions concrètes. Parce qu'il ne suffit pas de signer, il ne suffit pas de se tracer, il faut agir. Et pour agir, effectivement, les Israéliens aussi comprennent, le gouvernement israélien comprenne le langage des actions. Quand l'économie israélienne elle est touchée, là, ils comprennent très bien. Et d'ailleurs, donc, depuis que cet appel a été lancé, au début, il a été lentement suivi au niveau international, mais petit à petit, en voyant ce que font les Israéliens dans le territoire occupé, effectivement, de plus en plus d'associations, de plus en plus. Oui, hein, il y a des documents israéliens. Dans le monde, ils ont, voilà. Il y a des documents israéliens qui montrent qu'ils ont peur de BDS. Hein. Très bien, mais Hamdan, exactement, ils ont peur de BDS. Voilà. Oui. C'est pourquoi ils consacrent 80 millions d'euros chaque année à faire face au BDS. Oui, à la désinformation. On en a parlé, on reviendra là-dessus aussi. Oui. Je crois que c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, beaucoup de gens nous remercient et te saluent et expriment leur solidarité envers les Palestiniens. Je voudrais ajouter personnellement une petite remarque, c'est que vous savez que le docteur Dirk van Dupen de Médecine pour le Peuple à Anvers, qui vient de mourir la semaine passée, j'ai suivi en streaming ses funérailles, très très émouvantes, je vous en parlerai prochainement. C'est quelqu'un qui, au début de sa jeune carrière, avait été au Liban en solidarité avec les réfugiés palestiniens. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est une réalité dans les années 80, ça. Donc, ça date. Effectivement, il était dans les camps des réfugiés du Liban pour soigner les Palestiniens. Rappelez-vous, le Liban, il a connu la guerre civile, etc. Voilà. etc. Effectivement, c'était parmi quelques médecins au niveau international qui sont portés volontaires là-bas. Et il y avait des Belges, quelques Belges. Et il y avait aussi quelques Suédois, etc. Effectivement, c'est des médecins qui sont passés par les camps de réfugiés palestiniens à l'époque. Oui. Je vous rappelle donc que Dirk van Dupen a réécrit un livre que Investigation a édité avec Johan Ubeck, L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité. Là, vous trouvez vraiment très fort son engagement et sa solidarité internationale. Et ce que je voulais dire là maintenant, c'est que en suivant l'adieu à Dirk van Dupen, qui était très émouvant, il y a une très très belle phrase de sa part qui a été prononcée. C'était un chercheur, c'est quelqu'un qui était à la fois très proche des gens, du peuple, et à la fois très chercheur rigoureux, qui cherchait l'explication scientifique fondamentale. Et il avait une belle devise qui a été rappelée dans ses funérailles, c'est chercher pour comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est ce qu'il disait à ses enfants en les éduquant. Il disait ça en néerlandais, zoeken om te begrijpen hoe het zit in elkaar, c'est-à-dire comment les choses s'imbriquent, quelles sont les causes dans les relations. Et je crois que ça, c'est quelque chose, chercher pour comprendre ça, comment ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on doit faire tous. Il y a la solidarité, il y a l'émotion, mais il est très très important, si on veut être efficace dans la solidarité, de se former
pour comprendre le fond des problèmes. Et là, se former, je voudrais dire qu'Investigation a publié 3 livres sur la question d'Israël. Le mien, Ouais. Israël, parlons-en, une série d'interviews avec le meilleur de ce qu'il faut savoir pour répondre aux mensonges d'Israël. Un livre d'un Israélien, Ilan Pappé. Il y a Il a énormément de tapé. Ouais. reflets. Vous voyez à peine le nom de l'auteur parce qu'il y a énormément de soleil autour de moi, heureusement. C'est Ilan Pappé, Israël, la propagande d'Israël, dans lequel il explique bien justement dont parlait Hamdan, comment Ouais. fonctionne l'appareil de propagande israélien pour diaboliser les gens qui critiquent et qui sont solidaires. Et un troisième, c'est de Thomas Suarez, comment le terrorisme a créé Israël, qui relate les 1200 attentats et massacres de civils commis par les dirigeants sionistes entre 36 et 47. Donc avant l'installation d'Israël, avant la Israël. Nakba, le terrorisme commençait déjà. Voilà des livres pour lesquels c'est vraiment important que chacun se forme pour devenir des bons avocats des Palestiniens, des bons ambassadeurs Ouais. de la solidarité. Il faut vraiment être formé. Voilà. Les solidaires avec le peuple palestinien, Investigation est en train de lancer une... Il va y avoir quelque chose en plus que je vais vous annoncer. C'est pas encore sur le site, mais si vous écrivez à l'adresse qui s'affichera à la fin, vous aurez toutes les infos. Ou si vous écrivez à le site. Vous savez que avec le confinement, avec toutes ces épreuves et ces angoisses, c'est aussi le moment où tout le monde redécouvre ses voisins, ses amis, la solidarité, on s'appelle en Skype, en Zoom, on prend soin les uns des autres. Et donc, le partage est aussi, je crois, par rapport à une économie du profit et de l'égoïsme, le partage est quelque chose qui est vraiment en train de venir en force et de montrer qu'on en a besoin. Et donc, je voudrais vous proposer au nom d'Investigation de partager nos livres. Vous êtes déjà très très nombreux, des milliers à les avoir achetés et à les utiliser. Eh bien, partagez-les. Et donc, on va faire ceci pour toute personne qui commande 3 livres au choix à offrir à ses amis et à leur faire parvenir. Lui recevra un livre au choix en cadeau pour encourager ça. On sait aussi que les portefeuilles souffrent pour le moment. Donc voilà, c'est la prochaine offre de solidaire qui va vous être annoncée. Maintenant, je vais remercier Hamdan pour sa participation. Les prochains Michel Midi seront consacrés, je crois que c'est demain que je vais le faire, sur USA contre Chine, la guerre de propagande, la désinformation, que fait Trump ou ne fait pas et que font les États-Unis dans la guerre de l'information. J'ai bientôt une interview avec une médecin, Ángeles Maestro, en Espagne. Elle a énormément de témoignages et une analyse de comment la situation est devenue aussi catastrophique là-bas. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. On verra sur les sanctions contre des pays comme le Venezuela, la Syrie, l'Iran, l'impact énorme qu'il y a eu. On aura aussi, parce que le rire est également une arme, un Michel Midi surprise avec un invité spécialiste du rire et on pourra un petit peu se défouler et en même temps on fera des réflexions sur la situation. Vous avez été très nombreux à suivre l'émission avec Steph Hendricks sur l'alimentation. Malheureusement, j'avais mal fait certains réglages pour le Skype et donc il y avait un écho terrible, c'était difficile. On va la réenregistrer, comme ça vous pourrez la diffuser à vos amis prochainement. Et je vous prends congé de Hamdan et de vous en vous rappelant cette devise de notre ami Dirk van Dupen: chercher pour comprendre, pour partager la solidarité. Merci. Merci. Au Merci revoir. Michel. Peut-être ça sera dans une autre occasion. On espère de se revoir en vrai. À Merci. bientôt.